Pour commencer, tout d'abord, vous dire quelle a été l'opportunité qui nous a menés à cet exercice avec des éléments de contexte. Je vous redirai les objectifs que nous avons décidé d'atteindre, la nature de l'exercice, puisqu'il existe plusieurs typologies d'exercices, son organisation. Je vais m'attarder un petit peu sur son organisation parce que c'est un point essentiel. Donc, pas mal de slides qui vont traiter de ce sujet. Quelques conventions d'exercice, un retour d'expérience où on a tiré des conclusions assez intéressantes. Et enfin, un temps d'échange, si vous voulez poser des questions, je tenterai d'y répondre. Alors tout d'abord, dans quel cadre il s'est fait? C'était d'abord la conjugaison de deux opportunités. La première concerne une action du programme d'action et de prévention des inondations, donc le PAPI de l'Yerre, où nous avons inscrit en fait dans la thématique renforcer la culture du risque un axe numéro 3 qui concerne vraiment l'alerte et la gestion de crise. Et notamment, il y avait dans cet axe-là la concrétisation d'un exercice de gestion de crise. Et puis, on l'avait inscrit sur les tablettes, mais finalement, il nous fallait créer en fait cet exercice. Et j'ai pu faire la rencontre, une occasion, une rencontre avec le lieutenant-colonel Maugan, qui est chef du département, chef du groupement Est du SDIS de l'Essonne, qui lui recherchait aussi à construire, à élaborer un exercice de gestion de crise sur la thématique inondation, puisqu'il souhaitait le tester à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-les-Milles. Et donc cette rencontre nous a permis de nous lancer dans cette aventure qui dure maintenant depuis 2012. Alors, tout ça s'inscrit en fait dans ce qu'on appelle maintenant plus communément la culture du fleuve, avec le triptyque de plus en plus connu. On en parle régulièrement: mémoire, conscience et culture. Et on s'est aperçu que l'expérience a montré qu'il était souvent compliqué de mobiliser les acteurs communaux, notamment pour impliquer encore davantage sur l'élaboration des PCS. Donc on a pris un petit peu le schéma à l'envers et on s'est dit autant faire la preuve par la démonstration qu'un exercice de crise permet à la fois pour les communes qui sont dotées d'un PCS de le tester, mais surtout pour celles qui n'en sont pas dotées, de pouvoir s'engager dans une démarche de rédaction de ce document. Donc l'objectif étant vraiment de faire cette preuve par la démonstration et d'élaborer l'exercice et de le jouer. Et on verra à la fin, sur le retour d'expérience, que ça a eu des effets très très bénéfiques. Ça a pu faire peur par un certain moment, donc on va vous dire comment on a essayé de démystifier cet exercice. Il ne s'agissait pas de mettre en difficulté certaines communes qui ne s'étaient pas encore lancées dans la démarche, mais d'avoir un accompagnement, donc tout ça s'inscrit évidemment sur la durée, d'avoir un accompagnement important pour ne pas les contraindre, leur faire peur, etc. Alors, tout d'abord, un premier dimensionnement. Il s'agissait, au travers de nos premières idées, de pouvoir évaluer finalement les procédures. Alors, pour celles qui étaient dotées de PCS, c'était plus simple. Pour celles qui n'avaient pas de documents de gestion de crise, ça les incitait un peu en amont quand même à élaborer, on va dire, le minimum. Et il s'agissait de tester finalement l'organisation, la réactivité, la disponibilité. Donc la réactivité des responsables des cellules de crise pour la mise à disposition de moyens de transmission, dont le cheminement d'alerte. La disponibilité de l'ensemble des membres de l'organisation et leur capacité qu'ils avaient à remplir leurs fonctions. Et enfin, tout ce qui est du domaine de l'organisation, des différents postes de commandement, sont-ils fonctionnels, est-ce qu'on a le bon matériel, etc. Alors c'est un exercice de type cadre qu'on a souhaité, qui associe plusieurs cellules opérationnelles et plusieurs acteurs. Je vais le décrire dans les slides d'après, qui vont vous montrer les différences de typologie d'exercice. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'assez intermédiaire. On n'est pas sur un exercice sur table, on n'est pas non plus sur un exercice complet qui associe la population, mais on est quand même sur un exercice qui concerne beaucoup d'acteurs, puisqu'on avait 8 communes qui étaient associées, qui étaient pressenties pour le jouer, et puis un certain nombre d'opérateurs, d'acteurs institutionnels, de collectivités, de prestataires, de délégataires.
Un petit peu plus dans le détail des objectifs, l'idée générale, c'était vraiment d'acquérir un savoir-faire en matière de gestion des situations d'urgence, mais surtout de permettre aux différents acteurs et services impliqués de mieux se connaître et au travers de l'exercice d'apprendre à se connaître et mieux travailler ensemble. C'est la notion qu'évoquait Yann Raguenet, c'est créer du réseau. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est vrai que de prime abord, on n'a pas forcément l'habitude d'associer les gens des collèges, les gens des lycées, l'agence régionale de santé. Donc le fait de faire fonctionner tout ce petit monde-là ensemble a permis de comprendre qu'il y avait des liens forts, puisque la gestion de crise inondation est une gestion de crise multithématique. Alors des objectifs organisationnels, je les ai cités avant, réactivité, disponibilité et tester la mise en place des différents postes de commandement. Et puis des objectifs plus opérationnels qui, eux, concernent essentiellement le PCS finalement. S'approprier le schéma organisationnel, les procédures, c'est-à-dire tout ce qu'on a écrit, et bien l'interpréter au moment voulu dans la mise en situation, entraîner et former les acteurs. Donc il n'y a rien de mieux que de se dire ce qu'on a écrit, on va le tester puis on va s'entraîner. Et prouver l'efficacité, parce qu'il n'est pas dit que ce qu'on écrit est complètement efficace et opérationnel. Bien souvent, quand on se lance dans ce genre d'exercice, on s'aperçoit que ce qu'on a écrit, c'est pas bien, ça fonctionne pas. Donc l'idée, c'était de le vérifier, donc de valider, corriger ou créer les outils manquants et s'assurer aussi plus de la capacité des hommes clés, des personnes ressources à mettre en œuvre toutes les consignes spécifiques qui relèvent de leur domaine de compétences. Alors sur les types d'exercices, je le disais, il y a des niveaux de difficulté tout à fait différents. Donc il a été, en fait, l'exercice que je vais vous présenter un peu plus dans le détail a été élaboré avec l'esprit d'une complexité un petit peu croissante. Donc l'étude de cas, qui est plutôt un exercice sur table, ça n'a pas été le cas. L'exercice partiel, l'exercice général. Et dans l'exercice partiel, on s'est focalisé là-dessus. Et on a souhaité donc associer différents acteurs, avoir une composante dynamique de l'exercice, c'est-à-dire ne pas faire du statique, mais avoir une vraie évolution de la montée de crue, avec une complexité croissante, ça va de pair, hein, c'est-à-dire que quand l'eau monte, plus elle monte, plus elle crée des désordres, et plus c'est complexe de la gérer. Aucune action de terrain, donc à aucun moment la population n'a été impliqués et à aucun moment nous avons déployé des hommes et du matériel sur le terrain. Par contre, ça impliquait plusieurs centres décisionnels. L'exercice qui a été monté est plutôt à géométrie variable. Il a été développé afin qu'il puisse être joué soit en totalité, donc du début jusqu'à la fin, soit de façon fragmentée, partielle, à l'échelle peut-être plus d'une commune. Donc on n'a pas souhaité faire un exercice en fait qui se joue, on va dire en totalité, mais qui puisse être à un moment donné décliné commune par commune. Le scénario, il a été élaboré sur mesure, donc ça c'est assez important. On a souhaité avoir autour de ça, je le disais à l'instant, une complexité croissante, donc selon la gravité de la crue. Donc ça c'était vraiment les prérequis qu'on a élaboré dans un cahier des charges. Un scénario réaliste, avec 90% des faits, des événements qui sont des événements réels, qui se sont déjà passés sur la vallée de l'Yerres. Ça, c'est assez important parce qu'il ne s'agit pas de fantasmer des choses qui n'existent pas ou qui n'arriveront pas. Donc, on s'est servi de l'expérience des crues antérieures, des crues passées, pour alimenter ce scénario de crue. Le scénario est adaptable, hein, donc on peut éventuellement le décliner avec des actions de terrain. Donc il y a une certaine modularité, et vous verrez que cette modularité est importante dans la construction que je vais vous présenter juste après. Et le scénario, surtout, a d'abord, avant d'être lancé à cette échelle du département, il a été testé en situation d'exercice.
Et il a été testé en situation d'exercice à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Alors évidemment, ce sont des gens qui sont professionnels, ce sont des gens qui sont aguerris, habitués à gérer les situations de crise. Mais on a quand même souhaité vérifier son opérationnalité. On a souhaité vérifier qu'il pouvait être décliné à l'échelle d'acteurs peut-être moins habitués à gérer la crise. Et on l'a testé 6 fois. Donc pendant 6 séances, des officiers de sapeurs-pompiers qui sont amenés à prendre des postes de commandant d'opération de secours les ont testés sur quasiment 12 heures d'exercice continu pour vérifier qu'il était jouable, tout simplement. Et il a été validé de cette façon-là. Alors, le format sur lequel il a été joué est un format qui intégrait évidemment de l'animation, avec des vrais maires, avec des vrais représentants de l'agence régionale de santé. Il a été joué aussi avec des directeurs de cabinet de préfecture, donc des vrais acteurs habitués surtout à endosser des vrais rôles, donc pas des rôles de composition, hein, mais vraiment des vrais rôles d'animation dans la gestion de crise. J'en viens aux aspects peut-être un petit peu plus pratiques sur le format. On l'a dimensionné de cette manière. Donc des acteurs, des animateurs et des observateurs. Assez classique. Dans les acteurs, la préfecture de l'Essonne, évidemment, en était le pilote. Le syndicat que je représente, 8 communes, l'agence régionale de santé, des opérateurs de réseau, les services de secours, le conseil départemental de l'Essonne, hein, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y a quand même un panel représentatif des acteurs impliqués globalement dans la gestion de crise. Ensuite, nous avons donc les animateurs. On a animé au niveau de la préfecture, on a animé au niveau du SIAGE, au niveau du SDIS de l'Essonne, de l'agence régionale de santé et également du conseil départemental de l'Essonne, et puis des observateurs. Alors, je vous laisse les découvrir. Hein. La zone de défense de Paris était présente, le CEPRI, le PTB également, pour prendre des notes, évaluer, regarder ce qui n'allait pas, de façon à alimenter le débriefing. Donc des joueurs, ça ne suffit pas, il fallait aussi surtout décliner un principe de jeu. Et ce principe de jeu, on a décidé finalement, dans le cadre de la survenance d'une crue, eh bien, d'injecter des événements par l'animation, d'injecter des événements au niveau des acteurs, donc au niveau des communes. Alors ça peut être soit des bulletins de crue, mais ça peut être aussi des événements qui viennent émailler généralement le déroulement classique de la montée des eaux. Tout le monde sait que traiter une crue, ce n'est pas forcément traiter simplement l'eau, mais c'est traiter des problématiques diverses, des problématiques de riverains qui appellent et qui sont paniqués, des problématiques de personnes qui sont identifiées en tant que malades à haut risque vitaux, des problématiques d'assainissement, des problématiques de réseau d'énergie, etc. Donc il fallait à un moment donné sortir un petit peu des sentiers battus de la simple montée des eaux et y injecter des éléments qu'on pourrait retrouver assez classiquement finalement. Ça a obligé les acteurs à travailler véritablement, dès lors qu'ils recevaient ces événements, à les analyser, avoir des actions, on va confirmer, on va lever les doutes, on va produire de l'information, on va faire des comptes rendus, on va faire des demandes d'intervention également. Tout ça sous le regard attentif des différents observateurs. Sauf que les observateurs étaient généralement au niveau des communes. Il y avait également de l'animation au niveau des communes parce que les acteurs pouvaient poser des questions en retour. Je reçois un événement, je l'analyse et finalement je pose une question. Et l'animation communale permettait directement de renvoyer des réponses pour qu'il y ait vraiment un circuit vivant de cette animation. Donc voilà comment ça s'est globalement articulé entre les animateurs, les acteurs et les observateurs. Tout ça évidemment sous on va dire, la direction d'exercice menée par la préfecture de l'Essonne et la direction de l'animation encadrée par le SDIS de l'Essonne. Alors pour à nouveau insister là-dessus, on a fait aussi le choix, à un moment donné, d'avoir des vraies animations, alors qui étaient cette fois au niveau de la préfecture de l'Essonne. On prenait notre téléphone tout simplement pour être très concret, et puis on appelait les communes, en prenant, on va dire, en endossant des rôles de riverains qui
étaient paniqués, d'autres qui disaient voilà, je suis inondé, ma femme est enceinte, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, merci de me rappeler, etc. Et ça, on a eu une injection d'une bonne cinquantaine de coups de téléphone envers toutes les communes pour essayer de faire souffrir, entre guillemets, leurs standards, de voir comment ils réagissaient, savoir si on était rappelé, savoir comment est-ce qu'on était orienté. Évidemment, l'officier de sapeur-pompier qui était présent au niveau des communes entendait l'appel de l'animation, observait la réaction, si ce n'est l'action, et pouvait de cette façon avoir un visuel très précis et nous faire une évaluation post-exercice assez fine. Donc ça, c'était assez intéressant parce que l'exercice n'était pas vivant simplement de par la montée des eaux, mais il était aussi vivant parce qu'on a injecté beaucoup d'animation. Ça a posé un certain nombre de soucis quand on monte un exercice, et notamment, ça suppose beaucoup d'animateurs. Ça, c'est une difficulté assez importante. On s'en est sorti, mais on a un peu souffert quand même. On était content le soir de pouvoir rentrer chez nous. Alors, des joueurs, un principe d'animation, une chronologie aussi, tout ça, ça a été travaillé évidemment avant. Alors, on ne voit pas forcément ce qui est détaillé dans les petites cases, mais le principe, c'était de le jouer sur 24 heures. On a fait ce choix-là, et de le jouer sur 24 heures non-stop, en injectant des bulletins de préalerte, en injectant on va dire, une première animation qui permettait aussi de tester les dispositifs d'astreinte éventuellement. Ça, c'est assez important. Et puis, dès le lendemain matin, là, la situation s'est compliquée et on a on a transmis les fameuses animations qui concernaient soit des problématiques sur les établissements de santé qu'il fallait évacuer, soit des problématiques de chevaux qui se retrouvaient, pour donner quelques exemples, ceinturés par l'eau et qui étaient complètement paniqués et qui cherchaient à s'en aller sur la route. Enfin, des choses, parce que dans notre région, nous avons pas mal de haras, donc c'est une vraie problématique aussi à prendre en compte. Peut-être que on s'en aperçoit pas suffisamment, mais c'est une réalité. Des véhicules en perdition, ce genre de choses, des camions avec des matières toxiques sous l'eau, une disparition d'enfants qui jouaient à côté d'un petit rue. Et tout ça, on l'a injecté avec une vraie chronologie qu'on a aussi tenté de respecter, mais qui pouvait, en fonction des directives du directeur d'exercice, être modulée selon la réaction, selon qu'il ne fallait pas non plus tout injecter, j'allais dire, sur un pas de temps court, parce que ça faisait complètement paniquer les communes. Donc l'idée, ce n'était pas ça, mais c'était vraiment aussi, dans cette chronologie de 24 heures, de pouvoir distiller gentiment, peut-être en avançant, peut-être en reculant la transmission des événements. Donc un début d'exercice, c'était un 5 novembre à 13 h, avec un premier bulletin d'alerte, et une fin d'exercice un 6 novembre à 15h30, où on a fait on appelle le FINEX, la fin d'exercice. 27 événements, dont 4 bulletins de crue ont été injectés. Pour une crue de période de retour 25 ans, on n'a pas souhaité aller jusqu'à la crue centenale, commençons déjà modestement. Ça a déjà été suffisamment éprouvant comme ça, mais on en a retiré des expériences assez intéressantes. Et puis les acteurs, je les ai cités tout à l'heure, et différentes thématiques aussi diversifiées les unes que les autres: secours à personne, santé, salubrité, problématiques hydrauliques, problématiques de rupture de digue. Également, savoir comment tout ça a été traité. Bon, juste une slide pour vous montrer la répartition spatiale des différents événements. Encore une fois, ils correspondaient vraiment à des choses qui se sont déjà produites sur le territoire, donc c'était important de voir comment les communes allaient réagir. Toutes les communes ont pu avoir leur petit lot d'événements, c'était important aussi de les faire jouer toutes ensemble. D'autres sont un peu plus soumises au risque inondation que certaines, un peu plus sur les coteaux, mais assez globalement, tous avaient matière à travailler. Alors des événements détaillés, si vous le souhaitez, j'ai rapporté le classeur entier de l'animation d'exercice et des petits livrets où vous avez en détail les différents scénarios qui ont été injectés. Vous pourrez jeter un petit coup d'œil dessus pour voir quels sont les types d'événements et comment on les a formatés. Alors,
Donc des événements physiques, on est parti sur une crue, donc de façon graduelle, une occurrence 5 ans, 10 ans, puis pour arriver à la 25 ans, avec des éléments physiques classiques, tout ce qui est événement plausible par rapport aux aléas, donc en termes d'enjeux. Donc je le redis, personnes fragiles, alerte sur un établissement de santé, de l'embâclement sur un pont qui provoque des surcotes de lignes d'eau et donc accélère le phénomène d'inondation. Des problématiques assainissement également, avec la perte de la fonctionnalité réseau et donc des difficultés à assainir des quartiers entiers, voire des bypasses d'eau usée dans des secteurs avec assez peu de courant, donc des problématiques qui peuvent se poser en termes de salubrité publique, notamment en termes de retour vers la normale, des personnes disparues. Et puis on a injecté ces fameux éléments un petit peu perturbateurs également, ce qui implique un peu la notion de PCA, d'une certaine manière. Notamment remplacement de joueurs qui subitement ne peuvent plus assurer leurs fonctions parce qu'eux-mêmes sont touchés par la crise. Donc celui qui est gestionnaire à un moment donné, qui écrit les bulletins de crue, on l'a pris pour dire les choses et puis on lui dit bah, tu es malade, maintenant tu vas te faire remplacer. Tu passes tes consignes et puis tu rentres chez toi. Donc ça, c'était assez intéressant à noter. Et c'est un élément fondamental, notamment en termes de gestion de crise. Il faut savoir qu'une crise, c'est fait pour... ça dure. Et il faut aussi que les personnes qui sont impliquées dans cette gestion puissent aussi durer. Donc généralement, pour une personne, on en prévoit 3 pour assurer un cycle de 24 heures. Donc ça dimensionne tout de suite un schéma très fort en termes de mobilisation de moyens humains. On a injecté des ruptures de réseau électrique, des ruptures de communication, donc des blackouts, clairement, parce qu'on sait que les nœuds de télécommunication peuvent à un moment donné arrêter la téléphonie fixe, et donc là, des difficultés à pouvoir communiquer. On voulait injecter de la pression médiatique, mais finalement, ça n'a pas été véritablement joué. Donc là, c'est encore un point un petit peu particulier. Et quand je parle de pression médiatique, je parle de réseaux sociaux, je parle de Facebook, de Twitter, etc. D'ailleurs, la CIP, donc la cellule d'information du public au niveau de la préfecture, n'a pas été engagée sur cet exercice. Il restait à créer finalement, le plus important, c'est comment est-ce qu'on allait créer cette matière d'exercice. Il fallait donc on a décidé de créer des fiches dites événements, je vais vous les détailler assez rapidement les unes après les autres, des fiches d'animation et surtout du fond documentaire. Et vous verrez que le fait d'avoir créé du fond documentaire, donc là je parle de photomontage, je parle de vraies photos de crues qui se sont déjà déroulées, de vraies cartographies avec des vraies zones inondées, a permis aux acteurs de bien prendre toute la mesure du phénomène qui se déroulait sur leur territoire. Parce que sans visualisation concrète et réelle d'une inondation, ils ont du mal à se projeter sur une crue. Par contre, quand on voit un bâtiment qui est ceinturé d'eau, ça parle beaucoup plus et tout de suite. Donc le fond documentaire était très riche, avec de nombreuses photos et avec de nombreuses cartographies. Donc les fiches événements, c'est ce que je le disais, si vous feuilletez le classeur, vous pourrez voir ça un petit peu en détail. Donc sur les 27 événements, on avait une première partie qui décrivait le type d'événement, les conditions de sa survenance. Ça comportait des détails sur l'événement, ça le situait dans un contexte plus large et ça permettait surtout une meilleure appropriation par l'animateur. Des objectifs et des résultats attendus. Il y en a plein, évidemment. On sait très bien qu'on essaye d'imaginer quelles seraient les solutions, mais on a été surpris aussi par les solutions mises en œuvre par les communes. Donc, c'était des prérequis nécessaires à la gestion de l'événement et ce qui était attendu, a priori. Des informations d'ambiance à prendre en compte dans la gestion de l'événement. Et puis un fond documentaire. Donc finalement, cette fiche-là, c'était la fiche guide pour injecter un événement, tout simplement. C'est la fiche qui rappelle le contexte, ce qu'il fallait dire, etc. Puis ensuite, on avait la fiche plutôt d'animation. Donc ça, c'est l'animateur qui l'avait, concrètement en face de lui. Et cette fiche d'animation, sur plusieurs rubriques, rappelait à quelle heure l'information devait être diffusée. Rappelait également, il peut y avoir des petits pièges, des petites choses comme ça. J'appelle mais je laisse pas mon numéro de téléphone et j'attends qu'on me le demande. Ce genre de petites choses. Alors c'est assez compliqué à formater.
rappelait l'événement considéré et surtout le message à diffuser. Donc on a préformaté un certain nombre de messages qu'il lisait tout simplement. Voilà. Et puis, une chronologie de l'animation et tout le fond documentaire qu'on devait associer à ce message. Alors par exemple, je suis Madame Intel, je suis inondé, je ne sais pas quoi faire, je suis en souffrance, etc. L'animateur qui était un sapeur-pompier, un officier sapeur-pompier au niveau de la commune, transmettait la carte de la zone concernée ou transmettait un fond de plan avec des photos. Enfin bref, injectait systématiquement par rapport au message une vision du périmètre concerné. Bon, une zone de notes, mais bon, ça je passe rapidement là-dessus. Donc voilà, des différentes cartes qui ont pu être produites. Donc il y en avait une bonne soixantaine au total, avec des tas de photomontages. Alors parfois des photomontages de quartiers qui étaient inondés, ou alors quand on a retrouvé les vraies photos de crues, eh bien on a associé les vraies photos de crues. Ça permettait vraiment aussi de faire prendre conscience à ceux qui n'imaginent pas que l'eau pouvait monter à ces niveaux-là, que c'est déjà arrivé, et très récemment, puisque là, on s'est surtout servi de l'événement décennal de 2001. Voilà, encore un exemple de fond documentaire. Là, il s'agit d'une route communale, donc avant-après, donc à gauche avant, à droite après, avec impossibilité de circuler voilà, sur la crue 25 ans. Un troisième volet était plutôt dédié aux observateurs évaluateurs. Ce troisième volet comportait un certain nombre de petits points à noter, à évaluer par rapport aux réponses, aux comportements qui étaient réalisés en fait par la commune. Et il avait aussi un petit livret que vous pourrez feuilleter ou que je pourrais faire passer autour de vos tables, qui leur permettait aussi rapidement de porter leurs observations. Puis ça permettait aussi, ce petit livret, de laisser une trace de l'exercice. Nous avons aussi souhaité engager les vrais moyens, les vrais vecteurs de communication. C'est-à-dire que dans le cadre d'une vraie crise, on emploierait la transmission de bulletins d'alerte via des systèmes de SMS, via des systèmes de messagerie, via des systèmes de mail. Nous avons également mis en place les faux bulletins de crue sur le site internet du syndicat. Alors évidemment, on a prédéfini, on a préécrit les bulletins de crue. Il faut savoir que ça prendrait un petit peu plus de temps aussi sur la structure qui rédige ces bulletins. Là, ils étaient déjà tout faits, donc c'était simple. Mais comme chez nous, on a véritablement aussi joué, on s'est mis en situation de jeu. Et y compris au syndicat, à part quelques personnes, ils n'étaient pas informés du jeu. Ça nous a aussi permis de garantir un peu une spontanéité et un petit peu de stress aussi dans tout ça. Voilà. Il fallait que tous les acteurs soient un peu dans la confidentialité. J'en dirai un petit mot plus complémentaire au niveau des conventions dites d'exercice. Alors justement, j'y arrive, ces conventions. Donc l'exercice est joué... alors, ce qu'on a dit aux communes, c'est que l'exercice va être joué entre le 4 et le 7 novembre. On n'a pas souhaité leur dire ça va se jouer à partir de telle heure et ça va se finir à telle heure. Parce qu'encore une fois, on voulait essayer de garantir vraiment une réaction la plus sincère, j'allais dire, la plus sincère possible, la plus naturelle possible, plutôt que de préparer complètement l'exercice, ce qui peut arriver à un moment donné à le surjouer d'une certaine manière. Alors ça a été un débat, Ça a été un débat. On nous a dit oui, non, mais là, c'est pas possible. Le maire, il a une réunion importante. Moi, je suis pas là. Le directeur des services techniques ne peut pas non plus. Mais enfin bon, une crue, quand elle va arriver, elle fera fi des calendriers des uns et des autres. On vous donne un créneau à peu près de quelques jours, et c'est dans ces quelques jours que l'épisode va arriver. Donc, ça permet quand même de situer l'action. Et ça permet un minimum de se préparer, mais surtout vraiment de garantir, ça c'est hyper important, un niveau de spontanéité le plus réel possible. On a dit que ça allait durer 24 heures, on n'en a pas dit plus.
et que le scénario de crue était la crue était de type moyenne à forte. Et on n'a surtout rien dévoilé au niveau du scénario et des événements qui allaient être injectés. Alors, je vous rassure, avant on a fait des réunions avec toutes les communes, et puis on les a aussi rassurés sur tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné simplement ces 3 informations, on les a toutes vues, on les a vues en préfecture, on s'est aussi déplacé dans ces communes pour les rassurer et leur dire que ce n'était pas un exercice sanctionnant, mais il avait vraiment pour vocation à les aider dans le cadre de la rédaction de leurs différents documents, et que de toute façon, c'est vrai qu'un exercice qui est parfaitement résolu, c'est que qui est parfaitement mené, c'est qu'il y a peut-être eu un problème. Donc l'objectif, c'est d'arriver à comprendre les difficultés pour les améliorer. Des conventions d'exercice, somme toute, assez classiques. Je passe assez rapidement là-dessus. Alors, on a constitué un annuaire de crise. Les numéros de téléphone étaient réels. Les noms des riverains, évidemment, étaient fictifs. La population n'a pas été associée à l'exercice. Les messages d'ambiance ou d'animation ont été transmis uniquement par des animateurs. On demandait aussi aux communes de mettre le haut-parleur pour que l'officier de sapeur-pompier puisse entendre la demande et puisse vraiment voir comment la réponse était formulée. Sur les règles du jeu, finalement, le temps a été compressé quand même, malgré tout, parce que la cinématique du cru n'est pas tout à fait la même par rapport au temps d'exercice. Elle a été compressée d'à peu près 1,5 fois. Les dates et heures d'exercice étaient réelles, les conditions climatiques étaient simulées, donc en même temps que les bulletins de cru, on diffusait aussi un contexte de météo. Tous les événements étaient réalistes, donc se sont déjà produits, aucune action sur le terrain. On a demandé aux communes de s'assurer également de la mobilisation réelle de leurs moyens humains et matériels. Il ne s'agissait pas non plus d'inventer des choses qui n'existaient pas. Voilà, donc des moyens qu'il était vraiment envisageable de mobiliser. Les animateurs d'exercice étaient présents dans toutes les communes. Ils étaient présents aussi au siège, ils étaient présents aussi en préfecture. Le COD a été activé dès le lendemain matin, donc forcément, les sapeurs-pompiers étaient là. Et il y a eu, pour cet exercice, une utilisation expérimentale du portail Crisorsec, qui a d'ailleurs été utilisé sur l'exercice Sequana, et qui a été une vraie révélation, parce que finalement, ils se sont aperçus que ça crée du lien énormément. Tous ceux qui avaient le portail pouvaient voir les différents sujets qui tombaient, les différentes problématiques, et arriver à rebondir. Donc ça, c'était assez intéressant comme expérience. Alors évidemment, il y a eu un retour d'expérience. Je passe assez rapidement sur cette diapositive. Retour d'expérience à chaud, immédiatement après l'exercice, et retour d'expérience à froid, conduit par la préfecture de l'Essonne, où tout le monde a pu s'exprimer. Et voici, un peu en conclusion, alors je vois pas, j'aurais dû mettre mes lunettes. Je vais prendre mes papiers. J'aurais dû mettre du stabilo. Alors, ce qui a été dit sur ce retour d'expérience, c'est qu'il manquait clairement des supports cartographiques partagés. Alors, on a bien diffusé de la carte, mais elle était statique. On a diffusé de la carte, voilà ce qui peut se passer sur une crue 5 ans, voilà ce qui peut se passer sur une crue 10 ans, ou une crue 25 ans, une crue 50 ans, une crue 100 ans, puisque toutes les communes, à un moment donné, se sont posé la question, on va anticiper, c'est bien d'anticiper. Donc, nous, on a, allez, j'ose le dire, un petit peu bêtement balancé toutes les cartes qui sont arrivées en flux tendu. Donc il y avait des centaines de cartes, ça a perdu un petit peu tout le monde, et finalement, ça n'a pas été efficace. Ce qui a été dit vraiment en retour d'expérience, c'est qu'il serait bien quand même de mettre en place un système de cartographie partagé, informatisé, et qui soit aussi dynamique. Manque de prise en compte des enjeux santé. Donc la problématique santé, ça c'est l'agence régionale de santé qui a évoqué ce problème-là, au niveau notamment des établissements de santé type hôpitaux qui étaient submergés, déclenchement des plans blancs, enfin tout ça c'était un petit peu flou. Donc cette problématique a été insuffisamment traitée.
Manque de connaissance des intervenants et des champs de compétences, donc avec des problèmes de gouvernance, qui est responsable de quoi, sur quel avis, et avec qui et comment, parce que simplement les acteurs n'étaient pas habitués à travailler ensemble, donc qui peut prendre la décision de quoi. Donc ça c'était une question qui a été posée. Peu l'habitude de travailler finalement avec un COD, Centre opérationnel départemental. C'est ça, oui, COD. Oui. J'ai des difficultés des fois avec les acronymes. Oui, c'est ça, COD. Donc, coordination donc difficile entre les acteurs, tout du moins pas évidente. Parfois des dimensionnements de PCC, poste de commandement communal, insuffisants en matière de moyens humains et matériels. Souvent, on nous a dit mais nos standards étaient saturés. Finalement, on avait simplement une standardiste, voire de standardistes, et qui se sont retrouvés sous un flot d'appels de riverains par l'animation sans avoir la possibilité de répondre correctement aux appels, voire même de rappeler. Globalement, un univers de crise difficile à appréhender, hein, la notion de service continu, de standard durci, ça rejoint ce que je disais un petit peu avant. C'est vrai que la gestion de crise, c'est vraiment un univers qu'il faut complètement recréer, et que c'est pas le quotidien. Donc c'est assez difficile à appréhender. Je conviens que c'est pas quelque chose d'extrêmement simple non plus. Un des points importants, c'est que RDF est un acteur fondamental de la gestion de crise, parce que en distribuant l'énergie, on peut imaginer que quand il y a des crises, inondations, ça se fait généralement, je dis bien généralement en hiver. En hiver, il fait froid. Quand il n'y a pas de chauffage, c'est compliqué. Même quand on habite au 3e étage ou tout en haut d'un bâtiment collectif et qu'on n'est pas nous-mêmes directement impacté, on l'est tout du moins indirectement parce qu'on ne peut pas forcément sortir de chez soi, mais on ne peut pas se chauffer. Les systèmes d'assainissement sont dégradés parce que les stations de relèvement d'eau usée, d'eau pluviale ne peuvent plus fonctionner correctement. Donc voilà, un manque de visibilité par rapport aux fournisseurs d'énergie. Et puis ça a mis aussi en exergue la désuétude de certains moyens de communication qu'on avait jusqu'alors l'habitude d'employer, comme la télécommunication par télécopie. Voilà, il y a encore peu qui fonctionnent avec ça, mais voilà, c'est quelque chose qui a été souligné. Utilisons les moyens modernes. Alors, on a mis dans les plus certaines choses qu'on aurait pu mettre dans les moins, mais finalement, comme ça a été pris en éléments positifs, j'ai préféré être moi-même positif. L'exercice, globalement, a été très, très favorablement accueilli. C'était le premier exercice pour la plupart. On a pu noter, notamment au travers de l'exercice Sequana, pour celles qui les ont rejoués, notamment la commune de Montgeron, que les communes entraînées étaient plus performantes et qu'on avait noté des vraies améliorations en termes de gestion. Globalement, une forte implication du personnel communal et des élus. Il y avait un engouement fort autour de cet exercice. L'accompagnement du SDIS est un plus, donc ça c'est quasiment indispensable. Ce sont des gens qui sont rompus à ce genre d'exercice et qui contribuent très très efficacement à apporter des petits trucs, ça et là. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Pour les communes aussi, ils l'ont souligné. L'absence de PCS a été soulignée, donc c'est incitatif aussi à le réaliser. Les communes qui n'en disposaient pas, eh bien, se sont dit, bah ouais, c'est quelque chose d'important. Allons-y, mettons-nous à l'œuvre. Rendre les PCS plus opérationnels, bon là c'est la partie correction, validation des documents existants. Animation et fonds documentaires très très utiles, encore une fois, pour être vraiment dans la projection de l'exercice. Sur 24 heures, ça permet aussi de prendre la notion, toute la mesure du PCA. Voilà. Et enfin, point positif, l'utilisation du portail CriseOrsec. Et j'en termine avec une dernière diapositive. Difficulté d'un exercice de ce type-là, ça nécessite de nombreux animateurs en salle et sur site. Donc on avait une bonne vingtaine, j'allais dire, d'animateurs, ce qui n'est pas rien, avec un téléphone, avec des fiches, etc. Donc la coordination de tout ça n'est pas forcément évidente, notamment lorsqu'elle est multisite. Pour le faire, un entraînement à blanc est indispensable en amont.
On pense que conserver un minimum de secret permet de rendre l'exercice plus réaliste, ça je l'ai déjà évoqué. Ça nécessite, mais comme toute construction d'exercice, un travail très important en amont. Pour nous, on l'a commencé en novembre, c'est en novembre 2012. On l'a testé pendant 2 ans. Et puis on s'est initié dans la démarche de communication vers les acteurs 7 mois avant. On s'est fait accompagner par le SDIS en phase de montage et en phase d'exercice, bien sûr. On a commencé aussi par des exercices sur table pour 2 communes qui étaient situées dans le périmètre. On l'a fait avant l'exercice de novembre 2014. Et puis surtout, on a fait attention à l'effet tiroir sur la manière dont on est construit le scénario, parce qu'il ne faut pas qu'un scénario ou un événement qui est mal joué puisse bloquer les autres. Donc c'est important d'avoir de la modularité dans tout ça et de ne pas s'enfermer dans un scénario trop scénarisé non plus. Voilà. Il faut laisser la porte ouverte. Voilà. C'est un peu l'écueil. On veut bien faire les choses, on veut trop bien faire les choses, et parfois on s'aperçoit que la réponse n'est pas du tout celle qu'on avait imaginée et nous bloque complètement. Donc voilà, attention à ça. En tout cas, un rappel très rapide, ça a pu mobiliser à Blanc, donc en fictif, 2 escadrons de gendarmerie, donc 220 gendarmes, une compagnie de CRS, 182 sapeurs-pompiers, 2 hélicoptères, des fermetures d'écoles, la fermeture du RERD ponctuellement, 200 lits de secours, réquisition d'hôtels, 900 à 1000 personnes évacuées, des parkings qui ont été également banalisés, neutralisés dans le cadre de cet exercice. Voilà. Je suis Monsieur Quérault, je suis un élu de la commune d'Ablon-sur-Seine, dans le 94. Donc moi j'ai noté que vous avez, comme point difficile, noté le manque de connaissances des intervenants. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ça fonctionne, oui. En fait, c'est vraiment un tout premier exercice, une toute première dans le département de l'Essonne sur cet exercice inondation. Et donc les gens étant peu habitués à jouer entre eux, ils ne se connaissaient pas, donc ils n'avaient pas le réflexe d'appeler tel ou tel acteur. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc ça a permis de créer du lien finalement. Vous parlez d'organisation avec dans votre organisation vous-même, ou des liaisons avec, par exemple, les pompiers, la préfecture, etc. Parce que nous, on a fait un exercice qu'on a noté. On a une difficulté à appréhender qui fait quoi. Et c'est très important dans un PCS, par exemple, de savoir qui fait quoi. Parce que c'est... je ne sais pas si c'est comme ça pour beaucoup de gens. Nous, on est une petite commune, alors on essaye de voir par nous-mêmes, c'est plus difficile, mais on a des difficultés à dire, voilà, il y a un problème qui va intervenir. Est-ce que c'est le maire qui va devoir envoyer des secours, ou est-ce qu'on va avoir quelqu'un On a des difficultés à appréhender ça, en tout cas. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais... Non, donc mais je demandais si c'était ça votre question. En fait. C'est exactement le sens de mon propos, le qui fait quoi. Un exemple pour illustrer ça. À un moment donné, dans l'exercice, dans l'injection d'un événement, un établissement de santé dont on va dire le premier rez-de-chaussée, c'est de l'arrêt à Lourdes, eh bien, devait, en toute logique, être évacué à un moment donné. Et finalement, c'est pas la personne ayant autorité qui l'a fait, mais c'est directement le maire qui a dit « tiens, moi je vais évacuer l'hôpital ». Non, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça a permis au retour d'expérience de bien revenir sur ces problématiques d'organisation, de structuration, alors au sein des communes elles-mêmes avec leur PCS, mais au sein d'une organisation plus large. Le COD fait ça, la commune fait ça, le maire reste quelque part responsable dans sa commune de la sauvegarde de ses administrés. Mais voilà, il y a tout un schéma de fonctionnement qu'il faut appréhender de façon beaucoup plus large, au-delà simplement de l'aspect communal. Donc créer ce genre d'exercice permet de tisser du lien, de créer du réseau, et puis de savoir qui fait quoi au final. Donc ça, c'est une question fondamentale. Pierre Chiesa, élu à Ivry et sur le territoire T12. 2 questions. Quelles étaient les conditions météorologiques que vous aviez choisies ? Est-ce que vous aviez rajouté des fortes pluies à la crue ? Et deuxièmement, vous avez dit que vous aviez gardé cela secret, mais lorsqu'une crue arrive, on ne se lève pas un matin en disant « tiens, voilà la crue ».
Oui, c'est vrai. Alors le contexte météo, bon, c'était pas plein soleil, 40 degrés, hein. Mais on a donné des éléments d'ambiance avant. C'est-à-dire que quand on a rencontré les communes, on a déjà fixé un cadre hydraulique, un petit peu tendu, avec de la pluviosité un peu forte. Donc voilà, un contexte dégradé qui pouvait logiquement conduire à la formation d'une crue. Mais à chaque bulletin de crue, on a diffusé, oui, un bulletin météo fictif, avec beaucoup de pluie, très peu d'éclaircies, pour rester dans l'ambiance finalement, et surtout se dire, au travers de l'interprétation de cet élément, ça va durer. Et ça risque de durer longtemps.